Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, suite à la fermeture en Algérie depuis septembre de l'espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains, des voix s'élèvent pour demander une ouverture dérogatoire afin de permettre aux Algériens bloqués au Maroc de pouvoir retourner dans leur pays. Appui de la Banque mondiale au Togo à travers un accord de financement de 120 millions de dollars, un fonds destiné au financement d'une partie du projet régional du corridor économique à Lomé, Ouagadougou, Niamey. Un taux de croissance à deux chiffres au Sénégal, 10,8% en 2023, d'après les projections du Fonds monétaire international. Le décryptage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, le retrait en Centrafrique des parlementaires de l'opposition, retrait du dialogue dit républicain, des pourparlers voulus par le président Faustin Archange Touadéra, que la coalition de l'opposition démocratique accuse de vouloir lever l'immunité des députés de l'opposition. Les tensions persistent ainsi à quelques semaines de la tenue de ce dialogue national censé réconcilier les Centrafricains et mettre un terme à la crise politico-sécuritaire qui s'est voulue en Centrafrique depuis 2013. Des députés de la diaspora algérienne exhortent le gouvernement algérien à ouvrir son espace aérien avec le Maroc, fermé depuis le mois de septembre dernier. Sur fond de tensions diplomatiques avec le Maroc, l'Algérie avait décidé le 22 septembre la fermeture de son espace à tous les avions civils et militaires marocains, ainsi qu'aux appareils immatriculés au Maroc. Conséquence, des centaines d'Algériens sont bloqués sur le territoire marocain depuis cette date. Joël Ballot. Les députés de la diaspora algérienne se sont prononcés en faveur de la réouverture de la frontière entre l'Algérie et le Maroc, fermée depuis le 22 septembre 2021. Cette mesure exceptionnelle tient compte de la facilité de rapatriement des centaines de ressortissants algériens bloqués au Maroc. Une réaction qui fait suite à la rupture des relations diplomatiques entre les deux États le 24 août 2021. Cette mobilisation est nécessaire parce que c'est une prise en otage de gens qui sont bloqués et la fermeté dans cette rupture des relations diplomatiques du côté algérien vraiment produit des drames humains et on voit que la pression va continuer parce qu'il y a des milliers de gens qui sont concernés. En effet, depuis le 22 septembre 2021, les Algériens vivant au Maroc n'ont plus regagné leur pays à cause de la fermeture de l'espace aérien et terrestre algérien à tout appareil civil militaire marocain. À ce jour, la seule manière de rejoindre l'Algérie pour ses ressortissants est de prendre des vols de Tunisair et faire le trajet Casablanca-Tunis, puis Tunis-Alger. Un long détour et surtout une charge financière supplémentaire imprévue et coûteuse imputée aux ressortissants. Les conditions doivent être mises en place pour pouvoir rapatrier les ressortissants algériens où qu'ils soient et en l'occurrence au Maroc. Quelles sont les garanties dont bénéficient aujourd'hui les Algériens? Aucune pour le coup, puisque au vu de la fermeté de l'État algérien sur ces questions-là, il va falloir trouver une voie de sortie pour pouvoir, en tout cas sur cette question des ressortissants algériens vivant au Maroc, pouvoir organiser des rapatriements ou des retours tout simplement au pays dans des conditions optimales. Une demande qui a peu de chances d'être entendue par le régime algérien au vu de la décision du gouvernement de mettre fin à l'approvisionnement gazier du Maroc il y a quelques jours. Plus de 120 chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Glasgow, en Écosse, pour la 26e conférence des Nations Unies sur le climat. Des dizaines de chefs d'État doivent prendre la parole pour lancer les négociations. L'Afrique, de son côté, veut des objectifs d'adaptation au dérèglement climatique. Une vingtaine de chefs d'État africains s'est déplacée à Glasgow pour cette COP26. L'Afrique qui n'est responsable que de moins de 4% des émissions mondiales de CO2, mais est très affectée par le changement climatique. Ainsi, l'attention sera avant tout tournée vers les engagements des grands pays émetteurs. La Banque mondiale s'apprête à débloquer 120 millions de dollars, un financement en faveur du corridor Lomé-Ouagadougou-Niamey, une infrastructure très attendue devant participer à l'intégration régionale, mais surtout a positionné le Togo comme principal hub logistique au niveau de la sous-région. Joël Ballot.
Grâce à une subvention de la Banque mondiale évaluée à 120 millions de dollars, le Togo va pouvoir concrétiser la mise en œuvre du corridor économique Lomé-Ouagadougou-Niamey. Ce projet devrait améliorer la connectivité, promouvoir l'intégration régionale, positionner le Togo comme principal hub logistique régional. La signature du projet de transport Lomé-Ouaga-Niamey permettra d'améliorer les échanges régionaux et d'offrir des opportunités économiques aux communautés fragiles. L'importance stratégique du projet, c'est de contribuer au développement des relations économiques, faciliter la circulation des biens et des services et par conséquent accélérer le développement de ces trois pays. Plusieurs actions se projettent à travers cette infrastructure routière. Il s'agit entre autres de l'amélioration des infrastructures et des systèmes de transport intelligents sur le corridor, la construction de parkings le long du corridor, l'appui à la professionnalisation des acteurs du transport routier, l'amélioration des infrastructures communautaires et des pistes rurales en soutien au développement économique local. Pour le Togo, ça se décompose en deux parties. La connectivité, plutôt du transport terrestre. Et l'objectif à terme, c'est d'augmenter le volume. Si les routes sont mieux, s'il y a moins de problèmes, si vous pouvez traverser ces routes rapidement, vous améliorez ce qu'on appelle la performance logistique. Je pense qu'ils l'ont déjà fait en nature, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont fait par exemple le port autonome de Lomé, la plateforme industrielle d'Adétikopé, qui a besoin encore d'un certain nombre d'efforts parce que c'est pas tout à fait encore rempli, et le port sec qui est juste à côté. Le Togo est l'un des pionniers de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Aussi, avec la signature du projet Lomé-Ouagadougou-Niamey, des échanges dans la sous-région estimés actuellement à 65% de la population du Togo, 21% au Burkina Faso et 7% au Niger, verront leur volume augmenter considérablement. Industrie, santé, consommation, l'intelligence artificielle fait désormais partie intégrante du quotidien de beaucoup. La dynamique se situe dorénavant autour de la nature des activités et des tâches qu'il est possible de confier à cette technologie, un outil important dans la réalisation, entre autres, des objectifs de développement durable. Amenechi. De plus en plus aujourd'hui, un nombre grandissant de domaines ont recours à l'intelligence artificielle pour leur développement. Une étude d'Accenture, entreprise internationale de conseil et de technologie, démontre que d'ici 2035, cette technologie pourrait doubler le taux de croissance du PIB des pays et être un outil de réduction de la pauvreté. Un impact qui toucherait des secteurs clés, à savoir l'agriculture, la santé, les services publics, l'économie et l'éducation. Avec la maîtrise des données, aujourd'hui, on peut mieux planifier pour demain, pour faire des anticipations. Et donc, c'est vrai que l'Afrique avait son besoin. Mais le problème réel pour l'Afrique, c'est qu'il y a à la fois un problème de compétences, mais un problème d'infrastructure un peu moindre, parce qu'au fond, la question de l'intelligence artificielle, c'est une question de données, parce que les robots de l'intelligence artificielle sont éduqués par les données. Donc, tant que nous n'avons pas d'abord la culture des données, la culture de conserver les données, la culture d'ordonner les données, la culture d'avoir des data centers et produire les données en Afrique, c'est vraiment une bataille qui est presque perdue d'avance. La plupart des experts en intelligence artificielle sont concentrés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cependant, le continent africain pourrait être un terrain fertile avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, garantissant une forte main-d'œuvre, une croissance démographique ascendante et un intérêt manifesté par les investisseurs. Les Américains et en tout cas les Chinois et en tout cas les certains pays sud-américains ont compris que l'avenir va se jouer autour de l'intelligence artificielle. Au-delà de cela, lorsque je prends les questions liées à l'intelligence artificielle, c'est des questions aussi de modèles informatiques, modèles mathématiques. Donc, il faut quand même des centres de formation où les gens quand même font beaucoup de la programmation avec beaucoup de doses de la mathématique, quoi. Donc, voilà un peu, à mon avis, quelques freins. Le fait qu'on n'a pas des données, on a des données, mais les données ne sont pas organisées, ne sont pas ordonnées. C'est pas les bases de données assez structurées. Donc, ce qui rend un peu la tâche un peu compliquée. Selon un rapport sur la compétitivité de l'Afrique, le défi est de créer 450 millions de nouveaux emplois dans les 20 prochaines années. Vers un taux de croissance de 10,8% en 2023 au Sénégal, d'après les perspectives du Fonds monétaire international. Le Sénégal qui se placerait ainsi
dans le trio de tête des économies africaines présentant les plus importants taux de croissance derrière le Mozambique et devant le Niger. Amenedji. En 2023, le Sénégal sera l'économie la plus dynamique d'Afrique subsaharienne en termes de croissance. L'institution prévoit 10,8%, classant le pays derrière le Mozambique 12,6% et le Niger 10,4%, regroupant ainsi ces trois pays qui franchiront les deux chiffres d'ici 2 ans. Ces trois pays qui doivent enregistrer un taux de croissance à 2 chiffres ont tous un point commun, c'est-à-dire la découverte et la phase active de l'exploitation des hydrocarbures pour l'année 2023. Certains pays suivront ce trio, notamment la Mauritanie avec un taux de 8,6%, le Rwanda avec une projection de 8,1%, fait aussi partie des meilleures performances pour l'année 2023. Selon le rapport sur les perspectives de l'économie mondiale pour octobre 2021, le Sénégal est placé pour l'année 2022 à la 17e place au niveau africain avec un taux de croissance projeté de 5,5%, le classant dans le trio de tête des économies africaines qui ont le plus important taux de croissance. La stratégie de gestion de la dette à moyen terme devrait pouvoir être un tremplin au maintien de cette performance. Une stratégie de gestion de la dette à moyen terme peut être effectivement un outil efficace de pilotage avec le niveau de dette intérieur, surtout au Sénégal, ou avec les plaintes de beaucoup d'entrepreneurs qui disent être oubliés par l'État après avoir exécuté des marchés, sans compter bien sûr les bons de trésor. Donc parfaitement, si cet outil est mis en place, ça permettra une meilleure perception de ce que l'État doit à ces entités-là. Mais c'est aussi une façon aussi de mobiliser l'épargne intérieure, en misant bien sûr sur les marchés domestiques. Cependant, on note une reprise graduelle de l'activité et la mise en œuvre des mesures de soutien à l'économie, notamment la multiplication des partenariats publics-privés, la facilitation de l'accès au crédit, la promotion de l'emploi des jeunes et des mécanismes de financement. Les mangroves, fragiles écosystèmes parmi les plus productifs en biomasse de la Terre. Au Gabon, pays qui recèle 50% des mangroves du golfe de Guinée, la destruction de ces marais maritimes entraîne, vous allez le voir, une augmentation des risques naturels, dont les inondations. Reportage signé Ange Nomenio. Les arbres imposants des impénétrables mangroves du Gabon ont contribué à faire de ce pays d'Afrique centrale l'un des rares absorbeurs nets de carbone au monde. Car ces plantes séquestrent le gaz à effet de serre 4 fois plus vite que les forêts terrestres. Alors que le monde s'efforce d'enrayer le changement climatique, des pays comme le Gabon tentent de déterminer la quantité exacte de carbone piégé dans leurs mangroves. Nous devons faire très attention à l'écosystème des mangroves. Si nous ne prenons pas soin d'elles, nous augmenterons alors le taux de carbone. De l'autre côté de l'estuaire du parc national de Pongara, Libreville, la capitale en pleine expansion, illustre bien la menace qui pèse sur les mangroves. Dans un quartier périphérique, des touffes sèches et des trous boueux sont ce qui reste d'un ancien marécage qui a été illégalement défriché pour la construction. Nous espérons qu'avec le temps, les gens vont de plus en plus prendre conscience de l'importance des mangroves. Parce que si nous détruisons ces mangroves, c'est l'eau qui va les remplacer. Donc, ce qui veut dire que si on veut construire, on est obligé de construire dans l'eau. Et si on veut faire de l'agriculture, on risque de priver les poissons de nourriture plus qu'ils se nourrissent de ça. Au Gabon, des campagnes de sensibilisation ont été lancées pour réduire la pression exercée sur les mangroves de Libreville. L'Observatoire spatial du pays aide à suivre les mangroves qui bordent près de la moitié des 1485 km de sa superficie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.